Recording is on. Ok. Bon. Bon, en attendant, je vais vous raconter un petit truc. Vous savez que j'étais à Apimondia. Il y avait Apimondia qui est le grand congrès des apiculteurs. Ça a lieu tous les 2 ans. C'est à peu près 5000 personnes qui viennent de partout dans le monde. Et cette année, c'était à Montréal. Dans 2 ans, ce sera en Russie, dans une espèce de ville champignon. Et dans 4 ans, ça a été voté, ce sera au Chili. Bon, il y avait pas mal de conférences, c'était super. Voilà, plein de conférences sur plein de sujets, beaucoup de varroa, beaucoup de varroa. Moi, j'ai vu des choses sur l'hibernation, l'hivernage, d'où sortait un mail que je vous ai envoyé sur des techniques un peu qui vous ont paru ésotériques, mais qui ne l'étaient pas, mais qui sont intéressantes. Non, il y a eu une grosse actu qui était quand même qui est un bouleversement dans l'apiculture. Il y a à chaque fois à Apimondia un concours des miels du monde. Donc il y a des miels qui viennent du monde entier. Et c'est un concours quoi, de meilleur miel de ceci, meilleur miel de châtaignier, mais voilà. Et il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de flottements et que au final, ils ont annoncé qu'ils éliminaient 45% des miels déposés. Ils n'ont pas voulu rendre public les raisons pour lesquelles c'est annulé, donc ça reste assez obscur. Les grandes raisons, généralement, c'est soit présence de produits chimiques, soit présence de sucre. Dans ce qu'on appelle du miel adultéré, c'est-à-dire il n'est pas considéré comme pur. Voilà. Alors, ce qui transparaît, c'est un peu flou parce que ils n'ont pas voulu rendre public les études qu'ils ont faites, les analyses, ce qui est plutôt un signe assez bizarre et un peu angoissant. Dans les adultérations de miel, on a 2 types. On a ce que font les Chinois. Classiquement, on prend du sucre, on prend de l'eau, on met dans le miel et puis ça gonfle. Ou alors, ce qui étaient les vieilles techniques, les Chinois, ils ont démarré il y a 5 ans à inonder le monde de miel pas cher. Ils ont démarré en mélangeant du sucre et de l'eau, en faisant sécher un peu et en disant voilà, c'est du miel. Et alors, évidemment, ils se sont fait un peu avoir aux frontières. Alors, ils se sont mis à mettre du pollen dedans. Ensuite, il y a eu des allers-retours, parce qu'on leur disait, quand on regarde ton miel, c'est super, c'est du pollen de telle région, et toi, tu dis que ton miel, il vient de telle autre région, qui est à 3000 km, donc ça colle pas. Donc ça se perfectionne, il s'est devenu très fort. Les Chinois sont un peu connus pour ça, il y a des gens très bien aussi, mais ils sont en train d'inonder le marché. Il y a une étude du CARI, qui est un centre belge vachement bien, très très pointu, et qui aiguille l'Europe et la Commission européenne dans les études de miel et les études de fraude. Je vous invite à regarder leur site parce que c'est vraiment, il y a plein de ressources super. Là, j'ai un écho d'un coup. Bon. Je vais dégager un peu mon casque. Et en particulier, ils ont convaincu la Commission européenne d'agir quand ils ont sorti des statistiques chinoises qui, sur 10 ans, ne mentionnaient pas vraiment d'augmentation du nombre d'apiculteurs et de ruches. Donc, c'était à peu près équivalent, pas une grosse croissance. Et par contre, les chiffres de la production de miel avaient fait x4, je crois, en 10 ans. Donc ils se marraient en disant les apiculteurs du monde, il faut aller voir chez eux, parce qu'ils sont très très forts. Voilà, pour revenir donc à Apimondia, où quand même le congrès mondial a éliminé 45% des miels. Bon, on peut aussi penser que les études étant de plus en plus précises et capables de déceler des choses de plus en plus fines, trouvent des traces
là où avant, ils n'en trouvaient pas. Voilà. Les OGM est aussi une possibilité. Il y a eu une étude sur des miels en Suisse. Par exemple, le Canada, quand on étudie les miels, on trouve assez rapidement des traces d'OGM, du pollen, et donc du pollen OGM, parce que la région en est envahie toute l'Amérique du Nord, quoi. Voilà un peu un point d'actu. Vous êtes tous là? Ouais. Ok. Voilà, c'est sûr que c'est encore un sujet qui va évoluer. Là, la Commission européenne est en train de voter, d'indiquer sur les pots la provenance des miels, qu'on arrête avec ce qui est autorisé aujourd'hui, qui est d'indiquer origine UE et hors UE, ce qui ne veut rien dire, ce qui veut dire tout, et ce qui généralement veut dire Chine, ou certains coins d'Amérique du Sud, quand ils ont des problèmes avec des miels abîmés, ce qui était le cas il y a 2 ans. Voilà un peu, ça c'est un sujet qui va évoluer, ça reparlera, vous allez voir des choses là-dessus, parce que c'est un sujet qui bouge beaucoup. Est-ce qu'il y avait des miels d'Afrique? Pas beaucoup, à ma connaissance. Non, pas beaucoup. De ce que j'ai regardé, pas beaucoup. Et non, c'est beaucoup non, enfin, pas énormément, non. Non, il y avait pas une forte présence africaine. Beaucoup, les pays les plus raccordés, type Afrique du Sud, et puis Maghreb, quoi. D'accord. Voilà. Très forte présence chinoise à Pimmondia, plein de stands. Et puis les pays du Moyen-Orient aussi, beaucoup. Okay. Voilà, avec des trucs, je me suis un peu engueulé avec un mec, enfin engueulé. Le mec, ils avaient un miel nature pour se rendre plus nature, et le truc, c'est une cuillère de miel, c'est une cuillère en plastique, fermée, emballée dans un sachet en plastique, avec un deuxième sachet en plastique. Tout ça est très nature. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'idée... Vincent, t'es toujours là, toi? On t'entend? Ouais, je suis là. Ouais, cool. Bon, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler des abeilles, de la population. Bon, les abeilles, c'est un insecte qui fait partie de ce qu'on appelle le règne des hyménoptères. Les hyménoptères, c'est beaucoup... on les reconnaît à leurs ailes, deux paires d'ailes, des pattes, etc. Ça comprend en fait les guêpes, les bourdons, sur des choses, les fourmis, etc. Alors, les abeilles, généralement, on disait plutôt 40 millions d'années sur leur présence, les plus anciennes traces. On vient de trouver la semaine dernière, enfin, est paru la semaine dernière, une nouvelle actu. On a trouvé une abeille, tout simplement, une abeille qui est fossilisée dans de l'ambre, qui a été datée de 100 millions d'années. Je vous la montre. Vous la voyez? Ouais. Non. Non, on la voit pas. Ah, moi, je la vois. Hein. Ah, nous, on voit Alexandre qui est en arrêt. Ah non, non. Moi, Toi, Alexandre ressemble à un fossile d'abeille, mais je crois bien que c'est l'abeille. Il n'a pas 100 millions d'années, Alex. Comment? Non, pas encore. Vincent, tu la vois, toi? Ouais, moi, je la vois bien. Bon, voilà. Non, mais... Tu nous l'enverras après, tu nous feras un mail, si tu veux bien, Alexandre. Ok. Moi, d'ailleurs, je suis pas sur le mail. Je sais pas si c'est normal, mais... Normalement, tu y es dorénavant. Ah, ou peut-être qu'il faut que je clique sur le lien, je sais pas, que tu m'avais envoyé. Peut-être. Ah non, c'était pour WhatsApp. Ça. Écoute, normalement... Ouais, le réseau, ne reçoit pas tes mails, Alex. Bon, ça sert à rien. Bon, on verra ça. Ouais. Tiens, Corinne je vous la mets dans Skype. Ouf.
Et est-ce que la guêpe de 100 millions d'années, elle est très différente des guêpes de l'abeille de 100 millions d'années, elle est très différente des abeilles actuelles? Oui et non. Elle est, oui, 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 bien sûr. Bon, on ne sait pas trop si elle était sociale ou pas. Bon, il y a des grandes chances que ce soit une abeille solitaire, quoi. Ce qui est sûr, c'est que les abeilles se sont développées conjointement avec les plantes à fleurs, quoi, avec la reproduction des plantes via la fleur. Ça s'est développé en même temps, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elles étaient là bien avant nous. J'ai regardé, l'Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Vous voyez, l'abeille, 100 millions d'années. L'Australopithèque, c'est 4 millions d'années. Donc, les abeilles étaient là bien, bien, bien avant nous. Ce qui rend dubitatif, pas dubitatif, mais enfin, ce qui relativise l'extinction des abeilles. Enfin bon, bref, je veux dire qu'elles étaient là avant nous, il y a des chances, à mon avis, qu'elles nous survivent. Voilà. L'abeille. Alors, là aujourd'hui, on va parler des abeilles mellifères et sociales, c'est-à-dire qu'elles vivent en communauté. Vous savez déjà qu'il y a des abeilles sauvages ou solitaires, disons plutôt solitaires que sauvages, ce qui est la majorité des abeilles, quoi. C'est plus de 80% ou 90% des espèces sont des abeilles solitaires. Certaines font du miel, mais très peu, juste pour nourrir leurs petits, et qui vont être de 3 à 10 œufs. Donc la production de miel est minime. Donc on peut pas vraiment l'exploiter, quoi. L'abeille telle qu'on la connaît, on l'appelle mouche à miel. Ça vient de l'Antiquité parce qu'on croyait que c'était une mouche dans l'Antiquité. On croyait d'ailleurs qu'il y avait une génération spontanée des abeilles. Puis si on laissait pourrir un bœuf, on se retrouvait des abeilles. Ça a été très en vogue chez les Grecs. Donc on l'appelle, ça reste un surnom, la mouche à miel, l'avette. Et on parle aussi d'abeille européenne. Son nom scientifique, c'est l'Apis mellifera. Ça, c'est le Apis mellifera. C'est vraiment l'ensemble des abeilles mellifères, quoi. Bon, je vais pas trop partir dans les espèces et les sous-espèces, mais ce qui est intéressant, c'est de vous dire, bon, l'Apis mellifera, qui est vraiment l'abeille européenne, sociale européenne, en opposition à l'Apis mellifica. Attends, Il y a quelqu'un qui vient, non? Il y a Swazi qui dit, je suis non. Attends, on va juste leur dire là, parce qu'ils ont l'air d'être sur le WhatsApp. Je dis juste où on est sur le WhatsApp. Parce que finalement, je l'ai envoyé par mail, mais pas par WhatsApp. Comment ça s'appelle? Oui, il y a plein de... Il y avait un mail. Je sais pas, Allô? Ouais. Quand elles sont pas mellifères, elles s'appellent comment les abeilles, Alexandre? Les abeilles solitaires ou Oui. sauvages. Ok, j'ai cru que t'avais... Et tu as dit que donc 90% des espèces elles étaient solitaires, mais Ouais. en termes de population, on a beaucoup plus d'individus qui appartiennent à l'Apis mellifera aux solitaires, non? Même si elles sont moins d'espèces, en termes d'individus, elles sont plus nombreuses, non, les mellifera? Je ne saurais pas te répondre. Ce qui est sûr, c'est que une ruche, en hiver, c'est 30 000 individus. En été, ça peut monter sur une très grosse ruche. Enfin, on va être à 50 000, 80 000, 100 000 sur vraiment des très grosses. Donc, c'est sûr qu'une ruche, ça fait tout de suite du monde, quoi.
Non, mais il y a sans doute beaucoup plus d'abeilles solitaires que de mellifères. Hein. D'accord. Hop, voilà. Pardon, je répondais sur le WhatsApp. Ok. Ceux qui n'ont pas leur mail. Voilà. Bon, dans les grandes espèces d'abeilles mellifères, okay, les grandes qui ont envahi la planète, c'est donc c'est la sous-espèce mellifera, qui est l'abeille européenne. Elle a envahi le monde. Ici, au Canada, il n'y avait pas d'abeilles, ce sont des mellifera qui ont été importés, pas d'abeilles mellifères sociales. Ce sont donc des souches européennes qui ont été importées. En Asie, ils avaient leur propre sous-espèce, mais ils ont privilégié depuis quelque temps l'importation d'espèces du génome européen parce que ça essaime moins, c'est-à-dire qu'elles partent moins, elles sont dites plus productives. Donc le monde se retrouve envahi, disons, de l'espèce européenne, enfin, la mellifera. Ici, dans les grandes sous-espèces qu'on a, on a l'abeille noire. Son nom scientifique, c'est Apis mellifera. On met 2 fois mellifera. Son petit nom, c'est l'abeille noire. Ça, c'est l'espèce française. Donc, elle est en France, on va surtout croiser celle-là, l'abeille noire, traditionnellement. C'est une espèce assez, une sous-espèce assez résistante, qui est capable de tenir l'hiver. C'est une robuste. C'est vraiment une robuste. Hein. Dans les grandes espèces que l'on va trouver aussi ici, depuis 30 ans, il y a des importations. Voilà, il y a l'abeille italienne qui s'appelle Lingustica. Et les Italiens ont beaucoup développé la reproduction de reines. On en trouve beaucoup au sud de l'Italie. C'est un peu bloqué actuellement parce qu'ils ont un parasite, donc c'est un peu sous embargo. On y reviendra une autre fois. Mais elle s'est beaucoup installée un peu partout en Europe, en France beaucoup, dans le sud de la France. Voilà, elle est réputée productive. Son gros défaut, c'est qu'elle a du mal à passer l'hiver. Elle est réputée moins estémeuse que l'abeille noire et moins agressive que l'abeille noire. L'abeille noire, donc la française, est réputée avoir plus agressif. Il y a une autre sous-espèce que vous allez croiser dans la littérature un peu partout. C'est celle qu'on appelle la buckfast. Alors la buckfast, c'est une abeille qui a 30 ans. Quoi, la buckfast? Comment on dit ça? Alors, B-U-C-K-F-A-S-T. Tu vois le chat ou pas, d'ailleurs? Ah oui, t'as écrit. Je te le mets. Attends. Ah, mais j'ai du mal à le lire sur mon téléphone. Non, mais c'est bon, c'est bon, hein, j'ai noté. Ok. Buckfast, comme buck, comme buck. Bon, je ne vais pas tout vous écrire, mais bon. Mellifera buckfast, B-U-C-K-F-A-S-T. Fast. Elle est rapide. C'est un hybride. C'est un moine qui a développé cette abeille. Il s'est promené un peu partout en Europe. Il a récupéré des souches. Et il a créé une abeille, une espèce qui est extrêmement productive, extrêmement douce. Et donc, il s'est retrouvé, tout le monde en achète. Voilà. Elle a plusieurs problèmes. C'est-à-dire la première génération est très douce. La deuxième génération, si elle se croise avec une abeille noire, elle est plutôt agressive. Donc sa première génération est très douce, la deuxième assez agressive.
Donc, ça a donné une habitude d'en racheter tous les ans. Ce qui n'est pas un bonheur, quoi. Ce qui nous ramène vers ce qui se fait sur des plantes et des choses qui ne sont pas très pérennes. La deuxième chose, c'est qu'elle est vraiment très, très rapide. Ce qui veut dire que quand on a une mêlée, très vite, elle va récolter, beaucoup, très, très vite. Par contre, quand il y a un coup de froid, elle s'arrête d'un coup et elle mange toutes ses réserves. Donc elle se surveille, elle se mène un peu comme du lait sur le feu, parce que au moindre coup de froid, on se retrouve avec une ruche qui mange toutes ses réserves et qui meurt. On a eu avec Corinne une année, on avait 2 essaims qui étaient arrivés, un d'abeille noire et un de buckfast. C'était très très clair, quoi. Premier coup de froid, l'abeille noire, c'est un paquebot, elle ralentit tout doucement. Et la buckfast, c'est une Ferrari, quoi. Elle accélère d'un coup, elle ralentit d'un coup et elle bouffe toutes ses réserves, quoi. Voilà. Il y a d'autres sous-espèces à l'est, dans le Caucase, la Caucasica. Il y en a d'autres qui, voilà, mais qui ne sont pas très présentes en France. OK. Ça, c'était un peu les généralités sur les abeilles, sur les grandes espèces. Maintenant, on va rentrer dans la ruche. Alors, la ruche. À l'intérieur de la ruche, on va trouver 3 catégories. On a la reine, on a les ouvrières et on a les mâles. Alors, la reine, c'est pas un très bon terme. On trouve de temps en temps une autre appellation que moi j'aime bien, qui est la mère. Parce que la reine, son travail, c'est de pondre. Donc, c'est une abeille qui a été... La reine, elle a été choisie disons, au hasard. Elle a exactement le même génome qu'une ouvrière. Donc, elle dirige pas, elle n'a aucun pouvoir. Elle est plutôt soumise au groupe. Et donc, elle est plus la mère que la reine, quoi, au sens premier. Les proportions, on a donc, je vous ai dit tout à l'heure, en hiver, c'est 30 000 abeilles. En été, donc sur nos ruches, on va être, disons, à 50 000, 50, 60 000. Sur des très grosses ruches avec 4 ou 5 hausses, on peut monter jusqu'à 100 000, quoi. Là-dessus, on a une seule reine, une seule mère. Grosso modo, on n'a qu'une seule mère. On a des cas particuliers, on va en avoir 2, mais enfin, c'est très court temps. Et on a des mâles. Les mâles, en gros, c'est entre 5 et 10%, 5 et 10% de la population en été. Et en hiver, on n'a aucun mâle. Ouais. Hein? Non. Ah. En été, 5 à 10% de la population, en hiver? Ouais. En hiver, aucun. Rien. Rien. Ils sont tous sacrifiés. Je reviens dessus après. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce que c'est clair? Non, c'est très bien. Hein? Super. OK. Alors, donc les ouvrières, c'est la majorité. Alors, les ouvrières, ce qui est assez particulier chez les ouvrières abeilles, alors là, l'idée, c'est de vous raconter maintenant le rôle de chacun des 3 grands membres de la ruche, la mère, les ouvrières et les mâles. Et ensuite, on passera vraiment sur le processus de reproduction, et ce qui est vraiment très applicable quand on ouvre des ruches, quoi. Alors, les ouvrières. Les ouvrières, il y a un truc qui est très particulier par rapport aux autres insectes sociaux. Contrairement aux fourmis, par exemple, qui vont naître avec un rôle et qui vont avoir toute leur vie ce rôle, et une morphologie qui est adaptée à ce rôle, type la gardienne, elle est plus grosse, l'ouvrière, fourmi, elle est plus petite. Chez les abeilles, elles vont changer de métier. Donc,
au cours de leur vie, elles vont passer par tous les métiers nécessaires à la conduite à la vie de la ruche, une dizaine de métiers. Les métiers. Tu peux peut-être faire une distinction entre les abeilles, les ouvrières d'été et les ouvrières d'hiver. Ouais, on va y venir. Ouais, je suis d'accord. T'as raison, c'est pas marqué ça. Vous voyez le slide? Ouais. Ok. Donc là, c'est l'évolution des métiers de l'ouvrière. Tu peux nous le mettre par Skype, ça t'en Oui, bien sûr. Merci. Donc là, ils sont sur une base de 40 jours. Généralement, on va plus parler de 30-35 jours de vie. Mais encore une fois, c'est assez variable. Déjà, si elle se fait manger ou pas. Et puis, c'est un peu, ça 5 jours près, ça ne change pas grand-chose. Donc, au départ, l'ouvrière, elle naît. Donc, elle naît sur un cadre, elle naît dans une cellule. Vous avez déjà vu ça. Les cellules, après, je vais vous montrer les cellules, mais quand l'ouvrière, elle naît, elle sort, elle est aidée par d'autres, et elle est vraiment au cœur de la ruche. Elle est au centre, elle est au milieu du couvain, c'est vraiment la cire et les cadres qui sont tout au centre. Au départ, elle va travailler vraiment autour de son lieu de naissance. Son premier métier, ça va être de nettoyer sa cellule et de nettoyer les autres cellules des autres de ses sœurs ou demi-sœurs qui vont naître. Donc pour ça, elle fait ça avec ses antennes, avec ses pattes, elle nettoie avec ses mandibules et elle nettoie les cellules pour que la cellule, une fois que l'abeille est née, soit propre pour accueillir un nouvel œuf pour une nouvelle génération. Donc, c'est ce qu'on appelle le travail de nettoyeuse. Et en même temps, elle est nourricière. Elle nourrit les autres œufs et elle le fait avec une substance dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui s'appelle la gelée royale. Donc, c'est une substance extrêmement bénéfique, extrêmement protéinée, et qu'elle va sécréter avec des glandes qui sont dans son front et sur le bas de sa tête. Il y a deux glandes, et c'est il y a deux glandes en fait qui font cette gelée royale, et les deux crasses, les deux produits vont se mélanger avec des proportions. Donc son premier travail, c'est de nettoyer et de nourrir les autres œufs. Voilà, ça dure une dizaine de jours. Donc elle est au cœur. Voilà, elle va aussi, elle va ensuite être ce qu'on appelle une ventileuse. C'est-à-dire qu'elle va battre des ailes pour créer une aération au sein de la ruche. Alors, l'aération, principalement, elle va faire un flux d'air. Ça sert beaucoup à sécher le miel, à sécher le nectar pour qu'il devienne du miel. Ça, c'est son deuxième métier. Ça va évoluer, elle commence à aller à s'éloigner du cœur de la ruche, et elle est cirière, elle devient cirière, c'est-à-dire qu'elle va bâtir des cadres de cire, donc en fabriquant des alvéoles. Et là se déclenche dans sa morphologie évolue, et elle est capable de produire de la cire. Elle fait ça avec l'arrière de son corps, qui s'appelle l'abdomen. Je vous montre une photo qui est quand même assez incroyable. Vous voyez la photo? Ouais. On est bien sur Skype, excuse-moi. Ouais. Sébastien G.
la cireuse qui est là. Donc, ce qu'on voit là, les lignes blanches, c'est de la cire. Ouais, ça, ce sont des petites plaques de cire, en fait. Donc, elles vont se mettre à plusieurs et elles vont sécréter avec leur ventre, on appelle l'abdomen, des petites plaques comme ça de cire et qui vont être collées les unes aux autres comme des ardoises pour former des rayons, des alvéoles et donc de l'ensemble de ces cellules, ce qu'on va appeler des caves. OK? Ouais. OK, donc là, on est sur la surveillance, sur la fabrication de cire. Elles vont en même temps faire un autre métier, ça se joue un peu en même temps, qui est indiqué sur l'image comme transfert du nectar. Bon, on appelle ça aussi manufacturière. Là, on est sur transporter le nectar, c'est-à-dire que le déplacer d'une cellule à l'autre, ce qui permet de le ramener vers l'intérieur, de se le transférer les unes aux autres et de le faire sécher. Et en même temps, de le digérer, puisque, bon, on y reviendra, mais ça va rentrer, elles vont l'absorber, ça ne rentre pas dans l'intestin, ça rentre dans le jabot, c'est-à-dire ça ne traverse pas l'abeille, c'est une petite poche, comme les vaches exactement, qui vont ruminer. Je vois Seb qui nous a rejoint. Coucou. Attends, tu peux couper la vidéo, mais tu ne peux pas forcer, mais pour aller jusque là, tu as un petit truc. Salut Seb. Tu as un bouton au milieu, mais c'est pas grave. Tu mets en pleine page. Super. Et donc, elles vont transporter le nectar que les butineuses vont chercher. Elles vont continuer à s'écarter du centre, du cœur de la ruche, elles vont vers l'extérieur, elles vont s'approcher de l'entrée, elles vont avoir un autre travail pendant 2-3 jours de leur vie, qui est gardienne. Là, il s'agit d'être à l'entrée de la ruche. Là, vous le voyez sur le document, c'est indiqué surveillance de la ruche, c'est là qu'on dit aussi gardienne. Là, l'idée étant évidemment de ne pas laisser rentrer n'importe qui. Donc, elles vont quand des abeilles, des butineuses rentrent, elles vont les sentir, savoir est-ce qu'elles appartiennent bien à cette ruche, est-ce qu'elles appartiennent à une autre ruche, et si elles appartiennent à une autre ruche, généralement, elles ne vont pas les laisser rentrer. Alors, on dit ça, en vrai, s'il y a une abeille d'une autre ruche qui arrive, qui est plein de nectar et de pollen, qui a à manger, bon, des fois, elle la laisse un peu rentrer, ça peut se discuter, quoi. Voilà, elles vont aussi éviter tout ce qui peut être prédateur, des guêpes, des frelons, etc. Arrive au bout d'une vingtaine de jours de leur vie de 30-35 jours, la dernière étape de leur vie qui est butineuse. Là, elles vont découvrir le monde, elles vont sortir, elles ont déjà 20 jours de vie, elles entament la dernière partie de leur vie, les 10-15 derniers jours, elles vont aller butiner. Donc leur travail, c'est alors d'aller chercher à l'extérieur la nourriture, d'aller chercher le nectar qui est dans les fleurs, qui est produit par les fleurs, et du pollen. Voilà. Et également de la propolis, on reviendra sur les produits de la ruche, mais disons, le nectar va faire le miel, et le pollen, qui est aussi fourni par la fleur, fournit les protéines qui vont être données aux couvains et aux œufs pour les faire grandir. Voilà, ça c'est la dernière étape de leur vie. Ok? C'est pendant combien de temps? 10 jours à peu près? Ouais, c'est les 10-15 derniers jours, quoi. Peut-être que je serai pas. Ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à remarquer. Alors, je crois que ça sur le moment ou un autre. Tu me commandes quand tu seras décidé. Quoi?
Non, rien, c'est mon fils. Ah ben, Désolé, Vince, je sais qu'il regarde un truc. Désolé. c'est pas grave, tu peux couper le micro, il y a un bouton pour couper le Je micro. t'envoie plus tard. Et alors, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes dans la mécanique. C'est que, bon, déjà, on a dit, vous avez vu, elles ont plusieurs métiers. En fait, elles vont passer d'un métier à l'autre. Ce qui est incroyable, c'est que leur morphologie et leur corps va évoluer. C'est-à-dire qu'au moment où elles sont cirières, vous avez vu, on a vu la photo, leur corps va sécréter de la cire. Ce qui ne sera pas le cas, pendant 3-4 jours de leur vie. Ensuite, ça s'arrête. Avant, ce n'était pas le cas. Au tout début de leur vie, elles vont fabriquer de la gelée royale, ce qui ne sera pas le cas après. Donc leur corps vraiment évolue, et leurs fonctions vitales vont évoluer pour s'adapter à leur métier. Elles vont passer par tous les métiers, c'est ce que je vous disais ailleurs, c'est une particularité parmi les insectes sociaux. Elles changent de métier. Ça leur permet aussi une autre chose, c'est qu'elles sont capables de rétrograder et de s'adapter. C'est-à-dire que si par exemple il manque un métier, si tout d'un coup elles s'aperçoivent qu'il manque une fonction, tout simplement, tout d'un coup il y a beaucoup de nectar qui rentre et puis elles n'arrivent pas à gérer à l'entrée, il y a beaucoup de butineuses, il y a une mielée, et puis il n'y a pas assez de manufacturières, et ben elles vont bouger. Pouf, celles qui sont cirières vont devenir manufacturières, elles vont changer de métier. Tout d'un coup, il faut bâtir, il y en a qui peuvent redevenir cirières et leur corps pour resécréter, voire revenir à refabriquer de la gelée royale. Donc elles sont les métiers, la succession des métiers n'est pas tant figée que ça, c'est la succession logique, mais elles sont capables de s'adapter tout simplement aux besoins de la ruche. Qui est un espèce de grand équilibre que le groupe va décréter, quoi. Voilà, donc ça leur permet d'être extrêmement réactives, extrêmement adaptables. C'est sûr qu'un essaim, par exemple, qui part d'une ruche, quand il arrive dans un nouvel endroit qu'il faut peupler, il n'y a rien. Il n'y a pas de bâtisse, il n'y a pas de tir, et que la première mission, c'est de bâtir pour pouvoir s'installer. Tout d'un coup, il y a une bonne partie de l'essaim qui va fabriquer de la cire pour très vite commencer à cirer, à bâtir une structure, quoi. Voilà, donc ça leur permet vraiment d'être en adaptation, quoi. Il y a une deuxième chose qui est très intéressante dans la mécanique et qui est une logique sanitaire. Je vous ai dit, elles ont des marais, elles sont au cœur du couvain, elles viennent de naître, elles nettoient, elles nourrissent les autres. Elles les soignent, etc. Et puis, elles ventilent, là on est toujours au cœur de la ruche. Elles deviennent manufacturières. Là, c'est ramené vers le centre du nectar qui vient de l'extérieur, donc on commence à s'écarter. Cireuse, là il faut bâtir, donc là on est toujours, on s'écarte, on n'est plus au cœur du nid, on est à l'extérieur sur ce qui n'est pas encore bâti, donc on s'approche du bord. Gardienne, c'est l'entrée, puis butineuse. Et butineuse, c'est à l'extérieur. Donc on peut observer deux choses qui sont quand même très malines. C'est que d'abord la butineuse, qui est l'abeille qui est évidemment le plus en danger, puisqu'elle peut se faire gober par tout et n'importe quoi, par une guêpe, par un oiseau, elle peut se perdre, il peut lui arriver la pluie, elle est en danger. C'est la dernière étape de sa vie, qui est gardée pour la fin. C'est logique. Il y a un deuxième truc, c'est que c'est une logique assez sanitaire. Ce qui s'écarte du couvain revient pas au couvain. Ce qui s'écarte des œufs, le processus des métiers fait que l'abeille, elle va petit à petit s'écarter des œufs et aller vers l'extérieur. Donc une maladie, un virus qui rentre est obligé de passer d'une abeille à l'autre, quoi, pour la faire un peu courte. Mais une abeille qui va vers l'extérieur, je vous dis qu'elle change de métier, mais une abeille qui est partie butiner, elle ne va pas devenir nettoyeuse et elle ne va plus s'occuper du couvain. Elle est sortie. C'est hyper. Je peux parler là ou bien? Bien sûr, oui, bien sûr.
Non, ça a disparu le truc. C'est juste pour dire, ça me fait penser à la marche en avant en fait dans la démarche ACCP, dans tout ce qui est hygiène, restauration. Il y a toujours ce principe qu'un aliment ne revient jamais en arrière pour ne pas souiller en fait, être souillé par des germes qu'elle aurait pu faire entrer. Voilà, c'est tout. Je note. Ah, exactement. C'est un principe sanitaire, ça marche très bien, on l'a récupéré. Et bon, voilà. Voilà un peu pour la vie de l'ouvrière. C'est une trentaine de jours, je disais 30-35 jours. C'est en été. En hiver, évidemment, on va être sur une eau de vie au cœur de l'essaim. Les abeilles ne sortent pas, se tiennent chaud. Elles vont se mettre en grappe autour de la reine pour la maintenir au chaud. Et là, les abeilles ne sortent pas. Donc là, on va se retrouver avec des ouvrières l'hiver, des ouvrières qui vivent plutôt qui vivent 3-4 mois, qui sont plus grasses. Et voilà, bon, on reviendra là-dessus, on va pas partir trop là-dessus. Voilà pour la vie d'ouvrière. On a ensuite la reine, donc je vous disais, moi j'aime bien le terme de la mère. Donc c'est une abeille qui est plus grosse, c'est une abeille qui a été choisie au hasard, en tout cas qui a exactement le même génome que les autres. N'importe quelle ouvrière aurait pu être la reine, devenir la reine. La seule différence, c'est la nourriture en fait. Toutes les abeilles sont nourries, donc je vous disais 3 jours avec de la gelée royale produite par les abeilles. Donc pendant 3 jours, chacune peut potentiellement devenir une reine. Ensuite, la cellule de la reine, l'œuf de la reine, sera toute sa vie et toute son évolution et ensuite toute sa vie nourrie à la gelée royale. Tandis que des ouvrières, passé les 3 premiers jours de l'œuf, vont être nourries plutôt avec du pollen, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est ultra protéiné. Et dès lors, elles ne pourront plus être une reine. Voilà, donc la reine, bon, je reviendrai sur vraiment le processus là-dessus, mais sa seule différence, c'est vraiment la gelée royale, mais son génome est différent. Ça va modifier son corps, donc génétiquement elle est identique à ses sœurs, mais son corps va être totalement modifié, elle va avoir un abdomen, c'est-à-dire l'arrière de la bête, son ventre, son arrière-train, qui est hypertrophié parce qu'elle va avoir tout son appareil de reproduction qui va être en place et qui va être prêt dont c'est la fonction. Alors, la reine, elle est capable de pondre en gros en été 2000 œufs par jour. Donc, c'est vraiment son boulot, ça pond. Alors, combien de temps il nous reste? Ça va? Qu'est-ce qu'on a dit? Il nous reste 1 heure, ça va? Ouais. Hein? Super. Super. Je vais pouvoir faire des digressions. Ok. Donc, la reine. Donc, les abeilles. Quoi? Si tu veux prendre le temps de bien expliquer la vie d'une reine et le fonctionnement de la reine. D'accord. Je sais que ça va vous plaire. Ok, la reine. Donc son rôle, c'est de pondre. C'est la mère. Là, le groupe lui a délégué le travail de la reproduction. On est encore dans la division du travail. Donc elle est choisie, disons, un peu au hasard. Le groupe est capable de décider quand il veut de fabriquer une reine.
Il suffit de nourrir un œuf avec de la gelée royale et ça deviendra une cellule de reine. Alors, une cellule de reine, je vais vous en montrer tout de suite une. Après, je vous montrerai vraiment les cellules elles-mêmes. Tout le monde a déjà vu une reine? Oui. J'ai pas... Parce que j'ai une photo avec une reine. Je vais vous montrer celle-là, qui était pour après, mais ça va être très bien, parce que c'est bien quand même de vous montrer une photo, enfin une image. Donc vous voyez la reine qui est au centre, elle a un corps bien... Skype, Alex, s'il te plaît. Ouais. Elle a un corps bien plus allongé. Ok, c'est la partie qu'on appelle l'abdomen. On aura une session vraiment là-dessus, sur l'anatomie de l'abeille. C'est quand même magique. Ok, voilà pour l'image. Merci. Donc les abeilles sont capables de décider de faire une reine. Il suffit de prendre un œuf de moins de 3 jours d'ouvrière et de le nourrir à la gelée royale. Et son corps va se modifier, son évolution va se modifier et elle deviendra reine. Généralement, quand les abeilles mettent en œuvre une fabrication de reine, soit c'est parce qu'il n'y a plus de reine, la reine est morte pour une raison diverse ou variée, qui peut être que les apiculteurs ont fait une bêtise, qui peut être qu'elle est malade. Puis elles peuvent aussi se dire, la reine, ça va pas, il y a un problème avec, elle ne pond pas bien, elle est en fin de vie, ça va pas. Et elles vont mettre en œuvre des cellules de reine pour pouvoir remplacer leur reine. Donc généralement, quand elles sont confortables, que c'est pas en panique parce que la reine est morte d'un coup, elles vont en lancer 6 ou 7. On est en milieu de cadre, on est au cœur de la ruche, au milieu. Et elles vont faire donc lancer des cellules de reproduction de reine. Par exemple, là, sur cette image, là, on voit clairement au milieu 2 futures cellules de reine. Et on en a aussi en haut. Vous les voyez? Ah, moi non. Qui non? Moi, il faut que vous me l'envoyer par Skype, s'il te plaît. Qui, toi, Seb? Lorenzo. Ouais, c'est parti. Oui, merci. OK? Donc, elles vont lancer une reproduction de reines en l'absence de reines. Tant qu'elles ont des œufs de moins de 3 jours. Donc, la reine, l'œuf va se développer, la cellule, etc. Quand elle sera à maturité, la reine va sortir. Là, on va se retrouver avec plusieurs reines qui peuvent sortir en même temps, puisqu'on a dit, généralement, on en a 6 ou 7. La première qui naît, son premier travail, ça va être de tuer ses concurrentes. Donc, toutes les reines vont émettre un son qu'on appelle le chant des reines, qui est une espèce assez strident. Je vous enverrai un son là-dessus. Et la première née va courir et se dépêcher d'aller tuer les autres. Soit elle en trouve qui sont déjà sortis de leur propre cellule et elles vont se battre, soit elle va aller piquer ses concurrentes à travers leurs cellules pour les tuer alors qu'elles ne sont pas encore nées. Voilà, ça c'est son premier truc. Ensuite, elle va finir son développement en dehors de la cellule
et ensuite aller se faire féconder. Je crois que tout le monde connaît l'histoire, parce que l'histoire est quand même très marrante. Elle va sortir, elle va s'envoler, entourée d'une cour de quelques d'ouvrières, et elle va aller chercher un endroit où il y a des mâles d'autres ruches. Alors c'est une zone qui peut englober en gros une dizaine de kilomètres, où tous les mâles des ruches environnantes sont toujours sont là actifs, à guetter des princesses pour pouvoir se reproduire. Donc là, une reine non fécondée arrive, elle est sortie de la ruche, donc elle s'envole, elle part avec sa cour, elle rejoint cette zone qui est un peu toujours la même, sur les mêmes zones chaque année. Et là, les mâles qui ont des très gros yeux la repèrent, et alors là, tout le monde la course. Donc tout le monde la course, et puis un certain nombre de mâles vont réussir à la rattraper, ils vont la pénétrer, ils se retirent, ça leur arrache le sexe, et le mâle tombe, meurt, et puis un autre arrive, il suit, il nettoie, et il fait aussi son affaire. Voilà. Ils vont être en gros une quinzaine à la féconder. Voilà. Ensuite, la reine rentre, elle est fécondée, il va se passer encore quelques jours avant qu'elle se mette à pondre. Ça va? Ouais. Super. Je regarde. Ouais, moi je fais un truc rigolo, c'est qu'en même temps que tu parles, je tape dans le moteur de recherche dans une autre fenêtre, là par exemple vol nuptial abeille, et en fait ça donne tout un tas d'images en rapport avec tout ce que tu es en train de raconter. Ça marche assez bien. Alors, attends, parce que je vais même faire un truc. Vous savez que dans la bibliothèque apicole, on a des choses assez formidables. Je veux dire ça que tu découvres le Kamasutra des abeilles. Quoi? Le Kamasutra des abeilles. Je t'entends pas. Que vous découvrez le Kamasutra des abeilles. J'ai pas entendu. Vous voyez la vidéo? Je vous l'envoie, Corinne. Vous voyez là la vidéo? Voilà. Donc là, on voit tous les mâles qui sont aux aguets autour. Donc ça, c'est une reine. Hein. Une reine en vol, en train de se faire féconder. Donc là, il est mort. Son sexe s'arrache. Et là, on a les autres qui sont là. Bon, là, ils arrivent à se poser sur elle parce qu'elle est tenue pour la vidéo. Vous voyez, elle est approchée. Mais sinon, ils arrivent, ils enlèvent ce qui reste, et c'est reparti. Et le rôle des ouvrières pour la campagne, c'est quoi? OK? Bon,
Là, ils arrivent à s'approcher parce qu'elle est tenue. Je vous mets pas tout. Vous avez compris la mécanique? Ouais. Ouais. Incroyable, hein? Oula. Attends, j'ai perdu le... Ah, ok. Tiens, pardon, je vous mets le... Vous entendez le son? Est-ce que vous avez entendu ce son? Ouais. C'est quoi? C'est noix? C'est C'est le chant des rennes. trop fort. Hein, on dirait une espèce de dauphin. C'est le chant des rennes dans les cellules royales ou... Ça, c'est le chant royal, ouais. C'est le chant c'est le chant quand elles se mettent toutes à chanter pour se localiser les unes les autres. Il y a de la friture sur la ligne. On va retrouver ça dans la bibliothèque. Ok. Bon, ça va en gros pour les rennes. Bon, tout le monde est là, ça va? Mais après, c'est la suite aussi qui est incroyable, le coup de la spermathèque et tout, c'est ouf aussi. Ouais. Ouais, bon, je vais y revenir là-dessus. Ok. Donc la reine, c'est vraiment la pondeuse. Je vous ai dit, c'est en gros en été 2000 œufs par jour. En hiver, on a longtemps dit qu'elle pondait pas. Sans doute, en fait, elle pond quelques œufs par jour, histoire d'entretenir le système. Voilà. Elle a une autre mission quand même, c'est que disons qu'elle assure la cohésion de la ruche. Elle émet des phéromones. Tant qu'elle émet les phéromones, tout le monde sait que la reine est là. Personne, aucune ouvrière, tout le monde travaille et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Quand il n'y a plus de phéromones, c'est un petit peu la panique, quoi. Donc les abeilles vont très vite se rendre compte qu'elles n'ont plus de reine, et donc être obligées de mettre en production une autre, ou se retrouver assez vite à mourir. Donc l'odeur de la reine est vraiment assure la cohésion, garantit tout le monde qui a survécu, quoi. Que le groupe est cohérent. Donc ça fait quand même partie de ses fonctions. On a le troisième groupe, les mâles. Donc, les mâles, on a dit, sont 5-10% de la ruche, on dit 2500 individus sur 50 000, c'est plus ou moins. Leur mission première, c'est la reproduction. Donc, c'est féconder les reines. Donc, vous avez vu, pour une reine, il y en a une quinzaine que l'on a fécondée, ce qui veut dire que la très grande majorité ne va jamais les féconder. Évidemment, il y a une sélection naturelle, ce sont les plus rapides, les plus, disons, pas les plus malins, mais enfin les plus rapides, ceux qui ont les meilleurs yeux pour la voir arriver, ceux qui sont le plus fort pour castagner les autres et les repousser. Donc, il y a une sélection qui se fait comme ça de génome sur la reproduction. Et ça, c'est leur première mission. Pendant longtemps, on a dit qu'ils ne servaient pas à grand-chose à part ça. C'est vrai qu'ils ne savent pas se nourrir. Ils sont totalement dépendants. Ils ne savent pas se nourrir. Les ouvrières leur donnent la béquée. Ils sortent, mais ils ne ramènent rien. Bon, c'est de plus en plus remis en cause.
il y a une fonction qui apparaît quand même, c'est de ventiler la ruche, d'assurer la ventilation, le flux d'air avec leurs petites ailes, en faisant comme ça, et faire circuler l'air. Ça, c'est clairement leur rôle. En été, refroidir la ruche, par tout temps faire sécher le miel et participer à ce flux d'air. Sans doute qu'ils sont un peu mésestimés. Ils sont quand même très nombreux. Il y a beaucoup de choses à découvrir encore, quoi. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ok. Je regarde mes notes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Ouais, leur vie. Donc, je vous ai dit, ils sont entre 2 et 5 000 par ruche. Leur vie en été, donc c'est ce que je vous disais un peu en préambule au départ. On est sur la période d'été. En été, il y a des reines à féconder. Tout le monde s'habitue, etc. Donc ça sort, donc ça remplit des réserves. C'est le moment où il y a de la reproduction, donc où la reine pond ses 2000 œufs. En hiver, tout le monde reste dans la ruche pour avoir chaud et consomme le miel qui a été mis de côté pour l'hiver, puisque le miel il est fabriqué pour avoir une réserve d'hiver. C'est comme faire des conserves, c'est pareil, et les mettre sur ces petites étagères. Donc l'hiver, personne ne sort, donc la reine, évidemment, il n'y a pas de reproduction. Donc les mâles, là, ne servent pas à grand-chose. Et les abeilles n'ont pas trop de scrupules et ne s'embarrassent pas de bouches inutiles. Et donc, on a à la fin de l'hiver, vers août en gros, on a une période que vous allez voir qui est que les mâles sont expulsés de la ruche. Donc là, on voit des ouvrières qui se mettent à 2 ou 3, on le voit sur la planche d'envol, et qui tirent les mâles et qui les sortent dehors et qui les jettent dehors. Voilà, parce qu'ils ne serviront pas l'hiver. Voilà, donc l'hiver, il n'y a pas de mâle. Il y a quasiment pas de mâle. Quasiment pas de mâle. Il y a des gens qui disent qu'on en observe. Moi, on n'en a jamais vu, mais il y a des gens qui disent que ça existe. Voilà pour les grandes fonctions de chacun dans la ruche. Moi, j'ai une question. Je crois que je l'ai su, mais je ne me souviens plus. En théorie, les mâles, ils sont fécondés forcément par la reine, mais les ouvrières, elles peuvent aussi pondre des mâles, non? Les ouvrières peuvent pondre des mâles, ouais. J'aborde ça après. Et comment ça se fait que la reine, donc quand elle pond, elle choisit 5% du temps, je vais faire un petit mâle? Alors, moi, je peux dire des trucs, ouais. Ouais, non, mais en fait, je me disais que j'abordais ça après. Allô. Donc, ouais. Je peux l'aborder maintenant, c'est un peu prévu, mais... Comme tu veux, non, mais comme tu veux. Hein. Non, faisons-le maintenant. Super. Alors, la mécanique. La mécanique, c'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. En gros, un œuf qui n'est pas fécondé va donner un mâle. Ouais. C'est-à-dire un ovule de la reine qui n'est pas fécondé par un spermatozoïde va donner un mâle. Un œuf fécondé va donner une femelle qui donnera une ouvrière ou une reine. Donc, la reine, on a dit tout à l'heure, elle a ses 15 mâles qui vont la féconder, et elle a dans le ventre, dans son abdomen qu'on a vu, qui est très gros, elle a en particulier ce qu'on appelle une spermathèque, c'est-à-dire une réserve de spermatozoïdes. Les 50 de sa vie, ou les 3 à 5 ans de sa vie, elle aura été fécondée une fois, les 3 à 5 ans de sa vie, elle a une réserve de spermatozoïdes à l'intérieur de son abdomen qu'elle maintient en vivant, et elle a un véritable distributeur. Elle va, disons, choisir, enfin, elle va avoir la possibilité, oui, de choisir si elle féconde ou pas son ovule.
pour donner soit une femelle, soit un mâle. Donc, elle a vraiment un distributeur à la sortie. Et à l'intérieur de son abdomen, quand elle va expulser un ovule, pouf, elle va le féconder avec un petit spermatozoïde qu'elle a en réserve, ou pas. Alors, je disais un peu entre guillemets décider, parce qu'elle ne décide pas tout à fait. Ce qui se passe, c'est que les cellules ont des tailles différentes. C'est là où mon ordre était pas mal avant. En fait, elle va mesurer les cellules. Je vais vous montrer des cellules. Donc là, on a des cellules du couvain. Tu peux la mettre par Skype, s'il te plaît? Ouais. On a des cellules, on reviendra sur je finirai sur les variations de cellules pour vous apprendre à les distinguer. Mais en gros, la reine, elle va en fait choisir de féconder ou pas son œuf pour donner un mâle ou une femelle future ouvrière. Elle va le choisir en fonction de la taille de la cellule. Une cellule pour faire un mâle est un petit peu plus grosse qu'une cellule pour faire une femelle. Et donc, elle va mesurer la taille de la cellule et savoir si dedans, il faut qu'elle ponde un mâle ou une femelle. Donc, c'est pour ça que je disais décider un peu entre guillemets, parce qu'elle ne décide pas, c'est pas elle qui décide. Finalement, c'est l'ensemble du groupe des ouvrières qui va décider si elles veulent que leur reine, ou plutôt leur mère, pondent des mâles ou pondent des femelles. En construisant des cellules plus ou moins grandes et en emmenant la reine-mère vers une zone ou vers une autre. Si elle l'amène vers une zone avec des cellules plus grandes, la reine va choisir de pondre des mâles, de ne pas féconder ses ovules. Et si elle l'amène vers des cellules plus petites, elle va choisir de féconder ses ovules. C'est ouf. Ça va? Ouais. Là, vous avez un schéma là, que je vous ai montré tout à l'heure. Pour Corinne et Lorenzo, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure avec la reine. Ok. C'est un schéma qui récapitule le système de fécondation. Quand donc on va avoir un œuf, soit il est non fécondé, ça donnera un mâle, un faux bourdon, qu'on appelle un faux bourdon. Je ne vous l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais on l'appelle un faux bourdon. Soit il va être fécondé par un spermatozoïde, et ça donnera une femelle. Cette femelle peut être alimentée soit à la gelée royale, ce qui donnera une reine, soit elle va être fécondée, elle va être nourrie, avec du pollen, et ça donnera une ouvrière. Ok? Parfait. Ok? Alors, ok? Conclusion sur ce point-là. Après, je vous montre les cellules. Est-ce que les ouvrières sont sœurs? Bah, ça dépend des moments. C'est-à-dire? Bah, si on passe du sperme d'un mâle à un autre, elles sont que demi-sœurs, alors que parfois elles sont complètement sœurs. Exactement. Toutes ont donc la même mère,
la même reine, mais les pairs, il y en a une quinzaine. Donc, dans une ruche, on a une quinzaine de groupes de sœurs qui sont entre elles demi-sœurs. Elles sont demi-sœurs parce que le père est différent, mais on va avoir seulement une quinzaine de pairs. Donc, sur les 50 000 abeilles, on a des groupes de 3 000, disons, sœurs qui ont chaque groupe, entre eux, sont demi-sœurs. Ça assure un gros brassage génétique. Si un spermatozoïde, un génome n'est pas bon, les autres vont compenser. Mais Alexandre, moi j'avais entendu dire un truc, mais donc apparemment ça doit être faux. Euh, c'est que justement que dans la spermathèque, les spermatozoïdes étaient ordonnés et que ça faisait un truc qui était intéressant, c'était que et d'ailleurs je me demande si on m'avait pas dit que c'était ordonné de manière intelligente et ça donnait que par exemple pendant 2 ans tu pouvais avoir une ruche hyper Non. cool et docile et d'un coup tu tombais sur le sperme d'un mâle moins sympa et tu avais toute une génération d'ouvrières qui étaient très agressives. Non. Mais c'est pas vrai? Non, non, non. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance et je vois pas l'intérêt. Ouais, ouais, c'est vrai. L'intérêt, il est d'avoir des groupes en même temps qui sont variés. Mm. Donc, ce serait illogique. À part si justement ce serait pour avoir le plus longtemps possible le meilleur et quand ça devient moins bon de recréer une autre reine. Mais je sais pas. Non. Non, non, parce que la reine, elle n'est pas assurée de vivre. Les reines, elles vivent de moins en moins longtemps, elle n'est pas assurée. Non, non, son intérêt, c'est de brasser génétiquement immédiatement, quoi. Ok. Et on le voit très bien dans une ruche, on voit des grosses variations. On peut avoir des abeilles qui sont très différentes, quoi. Mm. Des fois, on se dit, je comprends pas, quoi, c'est bizarre. Et vraiment, elles n'ont pas la même tête, quoi. Pas la même couleur, pas la même taille. On peut avoir des groupes assez différents, quand même, hein. Mm. Ouais. D'accord. Ok, ça va tout le monde? Alors, ce qu'on va se regarder maintenant, c'est des cas. Tout le monde est là? Ouais. Ouais. Attends, il y a des petits chats, c'est ça, il y a des petits trucs. Ouais, je suis là, moi, mais j'ai coupé le Ok. micro. Parfait. Ouais, je coupe le micro aussi parce que ça, j'ai Ouais, trop ouais. de Eh bien, je friture, découvre j'entends que- plus rien après. Oui, c'est très bien. Non, mais je découvre que vous écrivez plein de trucs. Du coup, j'écris. Hein? Parfait. Ok. Alors, un cadre. Ok, tout le monde a déjà vu un cadre? Oui. Donc, on a une disposition, là, on a un beau cadre assez varié. On voit au cœur, c'est du couvain. Donc, au cœur, ce sont des cellules d'ouvrières, de futures ouvrières qui sont fermées, qui sont operculées. Toute cette partie-là. OK? Vous allez voir que c'est assez différent. Vous voyez du miel ici. Le miel est assez différent, c'est-à-dire qu'il est plus clair. On voit au travers la couche de cire qui est déposée au-dessus pour fermer, qu'on appelle l'opercule, est beaucoup plus fin. Et vous allez souvent voir, il y a un cercle à l'intérieur, au cœur, on a le couvain et les œufs, et autour, le miel et le pollen, pour pouvoir assez vite alimenter ce couvain. Bon. Ça, c'est vraiment la disposition classique. Alors, au début, vous aurez du mal à le voir, à distinguer entre le couvain et le miel. C'est logique, mais vous voyez bien là-haut, là, c'est assez net. On a quelque chose qui est translucide en haut. C'est du miel. Et on a quelque chose de vraiment opaque qui est au centre. Ça, c'est du couvain. OK? Je vous montre un autre cadre.
Là, vous voyez, on a la même chose. Dans la zone du haut, on a quelque chose de clair, un peu translucide. Ça, c'est du miel. Et ici, on a du couvain d'ouvrière. OK? Ça, c'est important à avoir un peu en tête. Mais ça, vous le verrez aussi au rucher, mais ça va être un des gros apprentissages, savoir distinguer ça et lire un cadre, voir ce qu'il y a dedans. Donc là, on a le couvain d'ouvrière, le miel. Sur ce cadre-là, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que quelqu'un est capable de dire ce qu'on voit? Ou d'écrire? Hein, bien d'écrire. Ça, c'est du couvain de Faux-Bourdon, ça. Non, mais les autres, tu triches, toi. Tu n'avais pas le droit de le répondre. OK. Donc, sur le bas, on voit toujours du couvain d'ouvrière. Ça, ce sont des futures ouvrières. Et sur le haut, on voit pareil des choses operculées, mais bombées. Ça, c'est du couvain de mâle. On a dit tout à l'heure, la cellule est plus grosse, le mâle est plus gros, il prend plus de place, et son couvain est bombé. Alors, quand vous en verrez, c'est assez facile à reconnaître. Là, on est sur les mâles. On a une troisième sorte de couvain, qui est évidemment celui de la reine. Là, je vous montre une autre photo, que je vous envoie. Hop. Donc là, on a carrément quelque chose de très allongé. C'est la même chose que ce qu'on a vu ici. Hein. Et là, on est vraiment sur la cellule de reine. La cellule de reine, elle dépasse, elle est fabriquée carrément en dehors, par-dessus les cellules, parce que la reine, elle a donc un abdomen très gros, donc il lui faut de la place. OK? Ça, c'est pareil, ça dépasse, c'est une cellule de reine. C'est une future, elle n'est pas fermée. C'est ce qu'on appelle une jouette, mais vous reverrez ça directement sur le rucher. C'est une variation, mais vous voyez, ça sort. Donc on est dans le cas d'une cellule de reine. OK. Ce cadre-là, c'est pareil. On voit bien du miel en haut, un peu translucide. Et au cœur, on voit du couvain de femelle. Le principal enjeu, souvent, c'est de distinguer le couvain de femelle, d'ouvrière, et le miel, parce que les deux ont un opercule à plat. Donc, au départ, on a un peu de mal à les distinguer, quoi. Qu'est-ce que c'est que la musette? Alors, la musette, c'est un démarrage de... la jouette ou la musette, c'est un démarrage de cellules de reine. D'accord. Et c'est pas toujours quand il est... C'est celui-là, quand il est bombé, quand il est un peu rond comme ça, on dit elle s'entraîne. On n'a sans doute pas encore compris à quoi ça sert, mais c'est une espèce d'entretien. Ça ne veut pas dire qu'elles vont lancer une reine. Ok. On en a un peu toute la saison, on en a qui apparaissent, et puis ça ne donnera rien. Ça va donner juste une ouvrière un peu plus costaud que les autres. Non, il n'y aura pas de ponte dedans. D'accord. Ça va être comme un début de construction qui n'est pas habité. D'accord, ok. Voilà, on les retire. Voilà, on dit souvent qu'elles s'amusent, jouette, un jouet qui joue. Ah ouais, la musette, ouais. Okay. Voilà, la musette, c'est venu parce que surtout on n'a pas encore compris pourquoi elle faisait ça, quoi. Ok. Ça viendra, peut-être, ou pas. Inch'Allah. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous allez, qu'on va croiser au rucher.
Euh, voilà. Alors, ça va, tout le monde est là? Oui. Ok. Ouais. Ok. Allez, on va finir par un truc, par donc ce qui se passe à l'intérieur d'une d'une cellule, et après je vous balance un truc qu'il faut apprendre par cœur. On s'entend. On va le chanter. Hein? Non, non, Ouais, c'est plein, on râle. on écoute. Ok. Donc, la cellule, là, on a vu des cellules. On a vu des cellules, là, je vous les montre, les cellules de femelles. Elles sont donc operculées, elles sont fermées. Donc, il y a déjà eu plusieurs stades avant qui sont les œufs. Donc, avant d'être fermées comme on les voit là, elles vont être ouvertes. Donc, ici, on voit vraiment les premiers stades. Donc, quand la reine va pondre, ce qu'elle va pondre, c'est ça. Vous voyez dans le bas à droite, je vous l'envoie par Skype aussi. C'est vraiment on dit. Non, attendez, je ne vous ai pas envoyé la bonne. Oh, si on voit des larves là. Hein? Si. On voit les petits grains de riz et tout ça. Ah oui, non, c'était la bonne, pardon, je ne voulais pas. Parce que je vous l'avais envoyé. Donc, en bas à droite, on voit vraiment des graineries. Ça, c'est la larve. Ça a moins de 3 jours. C'est vraiment la ponte de la reine. Alors, c'est un peu des fois difficile à voir. Vous verrez quand on les cherche, c'est rigolo parce que c'est vraiment comme les fractales, quoi. On voit rien, on voit rien, on voit rien. Puis tout d'un coup, on arrive à faire le point avec les yeux, et tout d'un coup, on les voit tous. Et c'est comme une espèce de waouh, et puis on les voit, quoi. Ça prend un certain temps, faut avoir des bons yeux et une loupe. Voilà, vous verrez, au départ, on a toujours du mal un peu à les voir. Donc ça, c'est vraiment ce qui est pondu par la reine. Ça va évoluer en œufs, et vous voyez de gauche à droite, en remontant là, la photo, on voit l'évolution de l'œuf qui devient une larve et qui ensuite va être fermé pour sa dernière maturation. OK? Si on se prend une coupe transversale, ça donne cette merveille. OK, on est dans la coupe transversale. Vous voyez, de 1 à 3 jours, c'est vraiment tout petit, c'est un œuf, quoi. Au départ, vous verrez au fond de la cellule, en plus, il est vraiment dur à voir le premier jour parce qu'il est à la verticale, dans le sens de la pompe. Donc c'est comme un œuf de poule, hein, mais plus allongé, comme un grain de riz qui est à la verticale. Donc quand on le regarde, évidemment, on a du mal à le voir. Si je vous remets l'autre, au bout de 3 jours, il s'aplatit au fond de la cellule. Donc là, ceux que vous voyez en bas à droite, ils ont déjà 3 jours, ils sont déjà un peu aplatis au fond. OK? Voilà. Dans la succession, 4-5 jours, on arrive à la larve, on passe de l'œuf à la larve. OK? À partir de 9-10 jours, ça s'aplatit, ça s'agrandit, ça mue. Puis 9-10 jours, on parle de la nymphe. Et là, on commence à voir le corps de l'abeille qui apparaît, quoi. Et vous voyez, d'un jour sur l'autre, l'évolution, c'est dément, quoi. Enfin bon, c'est la gestation. Ça va pour tout le monde? Et moi, j'ai une question. Est-ce que c'est le. Donc, on met 21 jours à avoir une ouvrière, et pour le faux bourdon et pour la reine, c'est la même durée à peu près? Non. Alors, je bois un coup pour le dernier. Je vous ai gardé le plus beau pour la fin. On a des durées de gestation qui sont pas les mêmes. OK? Donc, on a dit, on a le premier stade qui est l'œuf. On découpe en 3 stades. On a ce qu'on appelle l'œuf.
les 3 premiers jours. On a la larve, donc qui est le moment où ça se replie et où c'est vraiment la version vert, là, jusqu'au 12e jour. Et ensuite, on va avoir la nymphe, le 3e stade. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que pendant 3 jours, n'importe quel œuf pouvait devenir une reine. Donc nous, ça nous intéresse de savoir les temps de gestation et de reconnaître un œuf parce qu'on sait qu'on pourrait avoir une reine avec ça. On a besoin de savoir, de calculer, de connaître les étapes. Ça nous permet de dater la ponte, de savoir quand une reine va naître. Vous avez vu tout à l'heure les cellules de reine. On a besoin de connaître quand on a une reine, comme on connaît les temps de gestation. Quand on a une cellule comme ça, elle est fermée, elle n'est pas fermée. Si elle n'est pas fermée, on est encore sur une nymphe, on est encore sur la période vert. Si elle est fermée, on est sur c'est la larve. Si elle n'est pas fermée, on est encore sur le vert. Et puis si elle est fermée, on est sur la nymphe. Ça va nous permettre de calculer quand une reine va naître. Et ça nous intéresse vachement pour la conduite de l'arbre. Donc, on a des temps de gestation. Il est où mon mot graphique là-dessus? J'ai perdu. Ok, je l'ai perdu. C'est pas grave. Non. Le truc qu'il faut apprendre, c'est sur les temps de gestation, on va dire 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 7, 14. T'entends? 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 7, 14. 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 7, 14. Alors, je voudrais bien retrouver mon tableau, que ça vous éclaire bien. Je dis comme ça. Je ne le retrouve pas. Attendez, j'arrive. Hop, je vous mets dans le chat. Vous m'entendez? Moi, je n'entends plus personne et j'ai l'impression que vous ne m'entendez plus. Je vais te faire une bêtise. Attends, pas de souci. Attends, parce que j'ai remultiplié mon truc. Ok. Ok. Ok, vous avez reçu mon petit tableau?
Ok. Ok. Je vous en enverrai un peu plus propre là, pardon. Parce que, alors, bon, on y reviendra parce que c'est vraiment un truc à connaître par cœur. Mais l'idée, on a vu les trois stades, l'œuf, la larve et la nymphe, donc qui est la période où c'est operculé. Donc, pour la reine, ces périodes durent 3, 6 et 9 jours. 3 l'œuf, 6 jours une larve operculée, il reste 9 jours. L'ouvrière, 3 jours un œuf, potentiellement elle peut devenir une reine si elle est toujours nourrie, à la gelée royale. 6 jours une larve, donc le petit ver, 12 jours une nymphe, donc là son corps apparaît, la cellule est fermée. Là, il y a une gestation un peu plus longue, 3 jours, un œuf, 7 jours une larve, 14 jours une nymphe. Ça prend plus de temps. Son corps est un peu plus gros. Voilà. Alors, c'est des trucs que, de toute façon, vous allez apprendre à les manier. Ce qui est hyper bien, c'est de l'apprendre par cœur. 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 7, 14. 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 7, 14. Après, ça vient et on chope les réflexes. Parce que je ne vais pas vous détailler tout ce à quoi ça sert, mais c'est hyper pratique pour 3, 6, 9, c'est la reine. Quand même. Ouais, c'est assez curieusement, la reine, c'est celle qui prend le moins de temps. Elle est nourrie à la gelée royale. Hyper calorique, protéinée et hormonée. Ah. Donc, malgré qu'elle ait un corps plus gros, un abdomen plus gros, une longévité plus grande, son temps de gestation. 3, 6, 9, la reine. 3, 6, 12, l'ouvrière. 3, 7, 14, le mâle. Voilà. Essayez de vous le garder comme une chanson. 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 7, 14. Ça va servir à plein de choses. Ça sert à calculer. On a une cellule de reine. Quand est-ce qu'elle naît? On a plusieurs cellules de reine dans la ruche. On aimerait bien qu'elles ne se battent pas. On aimerait bien faire naître 2 reines pour pouvoir passer une reine dans une autre ruche. Eh bien, elle est pas encore operculée. Ok, je sais que j'aurai 9 jours. Il faut que j'intervienne à 7 jours pour récupérer la cellule operculée. On a un cadre, on a une population, on a un cadre d'ouvrières qui est à l'état de larve. Ok, dans 12 jours, ça naît. À partir de dans 12 jours, ça naît. Dans 12 jours, on aura un accroissement de la population, une explosion de la population. On sait que dans 12 jours, la ruche, la population va se modifier. On a besoin de féconder une reine. Est-ce qu'on a des mâles? On n'a pas de mâles, on n'a pas de cellules operculées. Il va nous falloir 14 jours. Voilà. Donc, on va tout le temps manipuler. On va le recroiser aussi au moment où on parlera des maladies et des parasites. Il y en a un gros qui s'appelle le varroa. Une partie de la lutte, c'est que à partir des cellules de mâle, pareillement, on a besoin de calculer. Donc, c'est vraiment un truc à avoir en tête. 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 7, 14. Je reviens. Ah non, on ne voit plus. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il y a des questions, des idées, des choses, des commentaires? Non. J'entends personne. Tu nous entends? Moi, du coup, en fait, on est capable de, parce qu'on s'en rend compte très très bien quand c'est devenu des nymphes de qui est qui, mais lorsqu'elles sont encore larves ou œufs, c'est un peu chaud, non, de se rendre compte que
que ça va être un faux bourdon et tout, non? On peut le savoir? On s'en rend compte? Faux bourdon, c'est compliqué, mais tu vois des constructions particulières souvent. Tu vois la taille de la cellule, donc tu vois quand même des cellules plus grosses. C'est quand même un squelette, hein. Donc, on voit ce qui donnera un faux bourdon. Entre une reine et une ouvrière, bah, les 3 premiers jours, quand elles ont commencé à bâtir la cellule de la reine, non, il n'y a pas de différence, puisqu'elles ont le même génome, c'est la même. Mm. C'est vraiment quand la cellule va sortir du cadre que là, c'est très net, quoi. Mm. Non. D'autant que pour les reines, si elles sont en catastrophe, en situation de catastrophe, donc ce qu'on disait, elles peuvent toujours récupérer un œuf et en faire une reine. Donc là, elles vont bâtir par-dessus. Après, dans un processus normal, on a plutôt tendance à dire qu'elles vont commencer à bâtir, ensuite pousser la reine à pondre dedans. Mm. Donc tu vois une construction, quoi, qui démarre. Ça va tout le monde? Bah, écoute, pour moi, c'était super, vachement bien. Je me suis presque endormie. Ok. Non, mais c'était vraiment bien. Je trouve que ça marche bien le format, là. C'est super. Cool. Pour moi, en tous les cas. Est-ce que vous avez retenu la chanson? Ouais, 3, 6, 9. Moi, j'ai tout retenu. 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 7, 14. Ouais, c'est super. Bon, cool. Trop cool, hein, ouais. C'est hyper. Moi, j'ai appris plein de trucs. Vraiment hyper cool. Il y avait un peu plein de trucs sur lesquels j'étais bancal et là, c'est bien. C'est trop bien. Bon, super. Bon. Il y a beaucoup de choses. Bon, là, on a démarré avec la vie de la ruche. Il y a beaucoup de choses, de toute façon, que vous allez revoir au rucher. Sur les prochaines séances, on s'en fera une assez costaud sur l'anatomie de l'abeille. On va s'éclater, les antennes, à quoi ça sert, comment ça marche, les pattes, etc. On va se faire les parasites. Les parasites, c'est quand même un gros sujet. On fera les ruches. Puis on fera des trucs de conduite de la ruche, comment on fait une division, comment on fait, voilà. On essaiera aussi un peu de raccorder à ce qui se passera sur le rucher. Si vous avez des sujets, choses que dont vous voulez qu'on parle, il suffit de le dire. D'accord. Et tout ça a été normalement enregistré. Peut-être, tu as bien détaillé la vie de l'ouvrière, détaillé la vie de la reine, s'il y a des évolutions. Puis cette question que tu as soulevée sur quand elle vieillit ou quand elle va être remplacée, c'est quoi les processus, ce qui se passe, quoi. D'accord. Tu veux qu'on en parle maintenant ou Je sais pas, il est 23, mais si ça te prend 5 minutes, on le fait maintenant, sinon plus tard. Ok. Non, mais on peut le faire là. Il y a un truc qui est vachement important à comprendre c'est que l'animal, c'est pas l'abeille. L'abeille, chez les mellifères, c'est une cellule. Ça se remplace, il y en a 2000 qui naissent chaque jour, donc on a dit, il y en a donc en gros 2000 qui meurent. Les cellules, le corps, et ce que vous allez regarder en ouvrant, c'est l'ensemble du groupe. Il est populeux, il n'est pas populeux, il y a du renouvellement, il y a des œufs qui font que ça va se renouveler ou pas. Mais on juge de l'ensemble. Ce qu'on disait aussi, c'est qu'elles peuvent changer de métier par les odeurs, en particulier par l'odeur de la reine et ses phéromones. Donc c'est vraiment un grand écosystème. La reine est au cœur quand même de cet écosystème, puisqu'elle assure la reproduction. Alors, qu'est-ce que j'allais dire sur la reine? Bah, quand tu vois qu'elle meurt, enfin Vincent demandait qu'est-ce que tu peux constater sur une reine en fait.
On dépasse un peu mais la reine, pareillement, elle est dans l'équilibre général et elle est plutôt soumise au groupe. Elle n'a aucun processus de décision. On observe même au moment où elle doit aller faire son vol de fécondation, elle n'a pas du tout envie, ça ne l'attend pas du tout généralement. Et souvent, on observe, on a des ouvrières qui vont être à l'intérieur de la ruche, qui vont carrément la mordre et lui dire vas-y, maintenant, il faut y aller parce que sinon, si elle n'est pas fécondée, c'est cuit. Donc, elle est vraiment, puis elle est un peu lourde, elle est un peu, et puis elles vont un peu l'affamer avant la sortie pour aller se faire féconder, donc elle trouve pas ça hyper cool. Donc, elle est vraiment, elle est dépendante du groupe qui va la diriger, quoi. C'est l'ensemble, c'est pour ça que c'est vraiment la mère. Donc, sur sa durée de vie, en gros, c'est 3 à 5 ans. Avant, on disait 50, ça a tendance à baisser assez fortement. On a vu le processus de choix. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Parce qu'il y a un peu la reproduction, c'est bon. Après, c'est vraiment l'histoire de la spermathèque. Toute sa vie, elle va être nourrie à la gelée royale. Ce que je ne vous ai pas dit dans le truc de la reine, quand même, qui est assez important, quand elle donc, on a vu, c'est quoi? 3, 6, 9. 3 jours, un œuf, gelée royale, comme tout le monde. 6 jours, une larve, et 9 jours, une nymphe, pardon. Ensuite, elle va naître. Donc, dans nos calculs, on va garder autre chose, c'est que, en gros, elle ne va pas sortir avant 7 jours. Il faut le temps qu'elle finisse de maturer, que le groupe s'assure qu'elle va bien, etc. Donc, on sait qu'à sa naissance, il se passe encore 7 jours sans qu'elle sorte. Ensuite, elle va sortir, elle va aller se faire féconder, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle est entourée de sa cour parce que c'est quand même un sujet très délicat, quoi, très risqué, quoi, pour l'ensemble du groupe. Elle va revenir, il va encore se passer entre 3 et 7 jours avant qu'elle se mette à pondre, le temps que tout le système se mette en place. Donc, à partir de la naissance de la reine, en gros, on a entre 10 et 14 jours minimum sans qu'elle ponde. Donc, on sait ensuite qu'elle pondra. Généralement, le premier tour, le temps que ça se mette en place, elle va pondre un peu anarchiquement. On peut avoir 2 œufs par cellule. Enfin, ça peut être un peu, voilà, le temps que ça se mette en route. Puis après, elle va rentrer dans son rythme de croisière. Cette sortie, j'ai dit 7 jours, ça peut être un peu plus long parce qu'il peut y avoir, s'il pleut, elle ne va pas sortir. En gros, une vingtaine de jours après sa naissance, si elle n'est pas partie se faire féconder, c'est cuit. Donc, s'il pleut pendant une vingtaine de jours ou 15 jours après la naissance de la reine, il ne faut plus compter qu'elle parte se faire féconder, c'est mort. Et ça, on le sait d'avance. D'où l'importance de pouvoir calculer, savoir quand est-ce qu'elle est née, etc. Voilà. Donc, si on n'observe pas des œufs une vingtaine de jours après sa naissance, c'est que la ruche, ça ne va pas. Donc, elle assure l'équilibre et la cohésion du groupe et sa sécurité avec ses phéromones. Elle va toujours avoir une cour qui est autour d'elle, qui la nettoie, qui la nourrit, qui s'en occupe, parce qu'elle est lourde, elle est très très lourde, et qui va l'aiguiller vers les endroits où l'essaim souhaite qu'elle ponde, cellule de mâle, cellule de femelle, selon le choix et l'équilibre de l'ensemble du groupe. Et puis l'emmener aussi vers des cellules qui sont propres, des cellules au cœur, toujours concentrées avec les autres, pour garder la chaleur du couvain. Voilà, donc elle assure sa cohésion. Si ça ne va pas, généralement, elle va émettre moins d'odeur. Donc, sa cour est autour, pardon. On a toujours une petite cour qui est autour, qui la nettoie, et qui va diffuser ses phéromones. C'est-à-dire qu'il va la frotter, la nettoyer, et puis ensuite va passer ça à d'autres qui vont propager ces odeurs et ces phéromones qui sont collés les unes aux autres, qui se propagent dans la ruche. Ça se propage assez vite. Si la reine, elle meurt, ou si elle est malade, ou si elle meurt d'un coup, disons, quel exemple,
le plus rapide. Ça va quand même assez vite. On va voir que la ruche, en une heure, ça commence à se stresser, ça commence à... elle change de caractère, la ruche, parce qu'elle est un peu en panique, elle n'a plus de reine. Donc, la diffusion de la phéromone et de l'absence de phéromone va assez vite. Si on n'a plus cette phéromone, les abeilles vont relancer un processus de fabrication d'une reine si elles ont des œufs à disposition. On a le cas où ben voilà, il n'y a pas d'œufs, toutes les larves tous les œufs ont plus de 3 jours, ce sont donc des larves. Elles sont donc passées à la nourriture au pollen, elles ne sont plus nourries à la gelée royale, et là c'est cuit, c'est trop tard. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ça va partir un petit peu en vrille, et on n'a plus ces phéromones, et les abeilles, les ouvrières, qui sont donc identiques génétiquement, ont donc un appareil reproductif. Mais elles n'ont pas été fécondées, puisqu'elles ne sont pas parties, elles ne sont pas sorties. Et donc, puisqu'elles n'ont pas été fécondées, elles ne peuvent faire que des œufs haploïdes, c'est-à-dire non fécondés, avec une seule lettre, qui seront donc des mâles. Et on va avoir un processus qui s'appelle les ruches bourdonneuses, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de reine. Les ouvrières, c'est la cacophonie, elles se remettent à pondre, et elles ne pondent que des œufs de mâles. Et au bout de la première génération, on va se retrouver, les ouvrières vont mourir, et à l'intérieur, on n'a plus que des mâles. C'est une ruche qui va mourir, qui est appelée à mourir, puisqu'il n'y a plus que des mâles, quoi. Voilà. Donc la reine, elle assure vraiment la cohésion du groupe. Hein. Par contre, mais elle a vraiment pas de pouvoir. Elle est vraiment soumise au groupe, quoi. Il y a une anecdote assez fameuse et assez rigolote. En Europe, c'est les Anglais qui ont découvert que c'était une reine. Et les Français, ils n'étaient pas trop chauds. On avait un problème parce que c'était le temps de Louis XIV. Et donc, la ruche était gouvernée par un roi, évidemment. Les Anglais, ils avaient déjà connu des reines, donc ils n'avaient pas trop de soucis politiques à dire c'est une reine. Mais en France, tout le monde disait c'est un roi. Alors, tout le monde avait quand même un problème, les biologistes savaient bien qu'il y avait quand même un souci, parce que la ruche étant gouvernée par un roi, évidemment, mais le roi plein. Donc, c'était un peu un problème, mais les biologistes ne trouvaient pas la solution. Les Anglais l'ont trouvé, ils ont dit une reine, on a mis un peu de temps à l'accepter, puisque maintenant, tout le monde est d'accord. Mais voilà, jusqu'à maintenant, accepter qu'elle n'a pas de pouvoir, c'était pas non plus la compréhension il y a 50 ans. Voilà. Je peux voir un peu. Ça pourrait être génial de faire une séance sur un peu la communication, la prise de décision. Comment est-ce que la ruche là, elle décide, Ouais. bah, on a plus besoin de faux bourdons, machin, les danses, tout ça. Ça doit être génial, non? Ouais. On se fera une séance sur la communication et les prises de décision. Cool. Mm. C'est bien ça. Alors, c'est en état de connaissance, hein, ce qui est pas grand-chose. La danse des abeilles, ça fait à peine 40 ans qu'on a compris ça. C'est vraiment un des grands systèmes de communication, quoi. Donc on découvre les phéromones, c'est encore très léger. Les sons dans la rue, on est assez ignorant. Voilà, c'est génial parce qu'il y a encore plein de choses qui sont des questions aussi basiques qu'une abeille d'or. Moi, j'ai cherché un moment, je l'ai pas trouvé, et finalement, il y a eu une réponse il y a à peine un an, quoi. Et la réponse est oui, l'abeille dort. Mais elle dort un peu comme le chat, quoi. Elle dort comme ça. Enfin, elle n'a pas de paupières, mais elle dort que d'un œil. Elle est un peu à l'arrêt. Ah, mais on se fera un truc sur les communications et sur les processus de décision.
Alors, il y a un gars qui s'appelle Thomas Sillet qui a travaillé là-dessus. C'est génial. C'est génial. Cool. D'accord. Bon, super. À la vôtre. Super, merci beaucoup Alex. Bonsoir à Très bien. tous et Ouais. à la prochaine. Hein. Et je vais envoyer normalement, il y a un enregistrement. Je vais essayer de récupérer ça. Ouais, moi j'ai pris des notes. Après que tu balances l'enregistrement, je balancerai mes notes. OK. Et moi, Et tes images aussi? Ouais, et j'ai un bout à bout. J'ai essayé de le faire le cadre un peu plus propre. T'avais une dernière image sur le cycle là des naissances, des larves, non? Est-ce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas montrées? Mais attends, tu voulais de la reine? Ah oui, donne-nous de la reine. Tu veux de la reine? Alors, vous savez que les reines, on les marque. On leur fait un point de couleur sur le dos. Ça permet de savoir de quelle année elle date, en fait. Ça permet de savoir si la reine, elle a 1 an, 2 ans, 3 ans. On leur fait une couleur. Il y a un code couleur de 5 couleurs. Ça se déroule sur 5 ans. L'année prochaine, c'est le vert. Non, c'est le bleu. Pardon, c'est le bleu cette année. Excusez-moi. C'est l'année dernière, le vert. Voilà. Je vous donne un super moyen mnémotechnique. Voilà, c'est le code couleur des reines. Moi, je vois plus rien, moi. Faut que tu le mettes sur Skype. Ah, excellent. C'est la reine d'Angleterre. Rouge, vert, bleu, blanc, beige. Un beige. Mais nous, les trucs sur Skype, Alex, on les a. Pardon. Mais il nous manque, je pense, le tableau des naissances aussi. Le tableau des naissances. Ah, voilà les reines. C'est Donc cool. là, 2020, c'est bleu. Ouais, c'est bleu. C'est très drôle ça. Merci, j'ai perdu mon truc. Rouge, vert, bleu, blanc, jaune. Bon, moi, je ne sais jamais. Il y a une phrase aussi mnémotechnique. Je vois un truc comme ça. Rouge. Il y a une phrase, je la connais jamais. Moi, je les oublie tout le temps. Mais c'est pas grave. Elles ont des couleurs, nos reines, nous? Ouais. D'accord. Ça permet de choses. Je dis que ça permettait de connaître son âge. Mais ça permet aussi, une autre chose, ça permet de savoir quand une ruche a reméré, c'est-à-dire a changé sa reine pour une raison X ou Y, elle est morte, elle est malade, les seins n'est pas content de sa reine, il la change. Et tout d'un coup, tu te retrouves, tu trouves la reine, mais elle n'a pas sa couleur. D'accord. Tu sais que c'est une nouvelle reine. Ok. Ou l'ancienne avec ses nez est partie, elle peut être partie avec un bout de la ruche. Voilà. Donc ça permet de repérer des renouvellements de reines aussi, faits par la ruche. C'est assez pratique. Et traditionnellement, ça se fait avec du vernis, c'est un peu dégueulasse. Et vous ferez avec du Posca, une peinture à l'eau, donc ça va, c'est correct. Ça s'efface un peu, ça disparaît un peu, mais c'est pas bien grave, mais c'est plus propre. Pour l'abeille. Ok, super. Et comme elle ne ressort pas, en gros, bon, c'est pas très grave. Ouais. Bon, allez, bonsoir à tous. Ouais. Madame. Comment? Ouais. Juste. Ah, Arrête là. Super, moi je vais partir aussi.